Bien, bonjour et bienvenue pour ce grand thème CIO le monde informatique dédié à la data et à l'IA. Et nous avons le plaisir, pour parler de l'IA, d'accueillir en plateau Cédric Villani. Bonjour Cédric. Bonjour Olivier. Alors c'est un grand honneur de vous avoir. Vous êtes mathématicien, homme politique, vous avez été ex-député de l'Essonne et vous venez pour parler entre autres d'un rapport qui est maintenant 5 ans, qui était le rapport... 5 ans déjà. 5 ans déjà. Donner un sens à l'IA, et on est en plein vraiment dans le sujet de l'IA. Alors Cédric, la première question que j'ai envie de vous poser, mais que devenez-vous ? Je me suis mis un petit peu en retrait de la médiatisation politique après avoir fait un certain nombre de campagnes et m'y être frotté de très près, y avoir laissé quelques plumes et gagné beaucoup d'expérience. J'ai repris ma casquette de professeur d'université, qui est mon métier après tout, et j'enseigne à l'université Lyon 1. J'ai aussi des activités de recherche à l'Institut des hautes études scientifiques à Bure-sur-Yvette. Cette année, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu en face de moi des étudiants de master avec lesquels on a décortiqué des théorèmes et des problématiques mathématiques passionnantes. Et ça a été une des meilleures expériences de mon année, je dois dire. À côté de ce métier d'enseignant-chercheur, donc enseignement, recherche, discussion, conférence, j'ai une activité, beaucoup d'activités culturelles, soit sur des questions d'éducation, soit sur des questions d'histoire des sciences, soit sur des questions écologiques, soit sur des questions technologiques. J'écume les conférences, je me retrouve dans pas mal de conseils scientifiques, je conseille quelques entreprises et puis j'ai quelques dada. Participation, défis dans les métiers de la tech, sciences en général et tech en particulier, ou les questions du lien entre analyse scientifique et action écologique, ou les liens entre la tech et l'écologie, ce genre de marotte. Très bien, l'écologie, c'est un sujet sur lequel vous investissez en ce moment, on y reviendra tout à l'heure. Alors juste un mot, parce que vous avez été le lauréat en 2010 de la médaille Fields, qui est donc la plus haute distinction mondiale en mathématiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est en quelques mots ? Oui, et c'était le 19 août 2010, c'est le genre de date que vous n'oubliez pas, parce que vraiment, elle marque, ça change toute une carrière, ça a changé toute ma trajectoire et tout ce qui a suivi dans ma vie. Et certains vont dire que ce n'est pas la récompense la plus haute en mathématiques, et ils ont raison, parce que, par exemple, le prix Abel est certainement plus dur à décrocher, mais le prix Abel, il récompense toute une carrière mathématique. Il est attribué à des mathématiciennes qui d'habitude ont plutôt les 60, 70, 80 ans, tandis que la médaille Fields, elle vient quand vous êtes en pleine possession de vos capacités mathématiques, forcément avant 40 ans. Elle a toute une histoire et un retentissement extraordinaire, donc elle est bien plus médiatique que le prix Abel que j'évoquais, et elle récompense tous les 4 ans, à l'occasion du Congrès international des mathématiciens, des jeunes chercheurs, chercheuses qui ont eu l'impact estimé le plus important. Et donc forcément âgés de moins de 40 ans, au 1er janvier de l'année de la remise du prix. Et c'est un prix qui est décerné au nom de la communauté mathématique tout entière. C'est une émanation de l'Union mathématique internationale, faite en pleine lumière à l'ouverture de ce Congrès international des mathématiciens. C'est une reconnaissance en fait. C'est en matière de reconnaissance et de visibilité dans le monde extérieur à la mathématique, vous ne faites pas plus, ça c'est certain. Et du jour au lendemain, je suis passé du statut de mathématicien connu, de ceux qui s'intéressaient aux sciences ou de personnes qui s'intéressaient de près à la culture scientifique, à reconnu très au-delà de ma spécialité. Alors revenons sur votre rapport 5 ans après. Et juste pour dire un mot, donc ça, ce prix, pour dire aussi, c'est pas quelque chose à quoi vous concourez. Vous contentez d'attendre que ça vous tombe dessus ou pas. Il y a des gens qui font campagne pour vous, auprès d'un jury qui est tenu secret jusqu'au dernier moment. Et ça vient récompenser normalement des travaux qui sont jugés particulièrement prometteurs ou qui chamboulent les choses. Dans mon cas, des travaux qui s'inscrivaient dans une grande tradition de physique mathématique à la française, analyse des mathématiques, des équations, des gaz et des plasmas, et en particulier des travaux concernant la stabilité de ces systèmes. D'accord. Compréhension dans le monde mathématique à travers la démonstration mathématique de phénomènes liés à l'augmentation de l'entropie, liés à la relaxation sans frottement qui est à la base de l'amortissement Landau dans les plasmas, ou à d'autres phénomènes en rapport avec ces objets statistiques faits de nombreuses particules. Alors, ce n'est pas le sujet du jour parce qu'on est sur l'IA, bien qu'il y ait peut-être des liens avec l'IA. Vous savez, je vais prendre cette passerelle que vous me tendez. L'IA, c'est un sujet qui me passionnait quand j'étais gamin, adolescent.
Et je sais très bien où j'ai entendu parler d'IA pour la première fois, c'est dans les ouvrages de Douglas Hofstadter, grand vulgarisateur scientifique très actif dans les années 80, avec des ouvrages comme Gödel et Scherebach ou Mathémagie. Donc j'avais lu tout son recueil, un épais recueil de chroniques Mathémagie quand j'étais encore lycéen. Et il parlait d'intelligence artificielle, il parlait d'Alan Turing, dont je n'avais jamais entendu évoquer le nom auparavant. Il parlait de Lisp, dont je n'avais jamais entendu parler non plus, de Prolog et de ces langages dont on pensait à l'époque qu'ils étaient importants pour aborder l'intelligence artificielle. Il parlait des problèmes de Turing, des tests de Turing. Il parlait des questions de conscience, de l'articulation entre sciences cognitives et informatique. Et à l'époque, l'intelligence artificielle semblait être ça. Ça me passionnait. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai continué en mathématiques, cette articulation subtile. Mais plus tard, dans ma carrière scientifique, je me suis orienté vers quelque chose qui semblait ne rien avoir avec ça. Les statistiques, les gaz, les plasmas, Boltzmann, Landau, Langevin, etc., etc. Et pourtant, plus tard, j'ai vu revenir l'IA qui se présentait à moi. D'abord, en tant que vulgarisateur scientifique, j'ai vu le moment où les entreprises qui à une époque me demandaient de leur parler de recherche en mathématiques ou d'innovation. J'avais plein d'exposés, on me demandait « Parlez-nous de l'innovation avec votre expérience de chercheur, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et puis sont venus le moment où on me demandait « Parlez-nous d'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, vous pouvez vulgariser, etc. etc. » Je parle de peut-être la fin des années 2000. Et fin des années 2000, début des années 2010. Et puis est arrivé le moment, dans les années 2010, où je me suis retrouvé, ici et là, invité à des événements d'intelligence artificielle. Et alors, quand ça m'est arrivé au début, je me suis dit, pas possible, ou alors ils veulent juste avoir le médaille Fields sur l'affiche pour faire bien, mais en fait, ils savent que quand j'y connais rien. Et en fait, non. Et ce que j'ai découvert à ma grande surprise, c'est que le sujet avait évolué de telle façon que maintenant, il s'était invité sur les plates-bandes qui m'étaient familières mathématiquement parlant. Que la statistique avait envahi tout. Alors que dans les années 80-90, statistique n'était pas un sujet vraiment pour l'IA. Maintenant, au contraire, l'analyse statistique, ça l'était. Même des sujets pointus sur lesquels j'avais fait ma réputation mathématique, comme la dualité de Monge-Kantorowicz dans le problème de transport optimal. Je ne vous dis pas exactement de quoi il est question, mais je découvrais que c'était au cœur de certaines techniques avancées d'intelligence artificielle, comme ce qu'on appelle l'apprentissage adversarial. Au point que le jour où j'ai pu discuter pour la première fois avec Yoshia Bengio, l'un des très grands spécialistes mondiaux d'intelligence artificielle, et je commence à me présenter, il me dit « tu n'as pas besoin de te présenter, on a fait un groupe de travail autour de ton bouquin, on a exposé certains de tes théorèmes, on est persuadé que c'est un lien avec ce qu'on fait en matière d'IA. » Donc l'IA est un sujet qui est venu, à ma grande surprise, s'inviter dans les domaines que j'avais choisis. Tout se lie, il y a une espèce de cohérence en fait. Ça qui est extraordinaire avec l'IA. L'IA, c'est un sujet qui est diabolique, dans le bon sens du terme, dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais sens du terme aussi, parfois. On y reviendra tout à l'heure. Il vient là où on ne l'attend pas. Il se réinvente sans cesse. On croit que c'est un sujet pointu et on découvre que c'est un sujet très large. On croit, quand j'ai commencé mon rapport, celui que j'ai évoqué tout à l'heure, je me disais, en bon mathématicien, on va commencer par donner une définition. Puis j'ai vite compris qu'il ne fallait surtout pas chercher à donner une définition. On croit que c'est un sujet technique et on découvre que c'est un sujet politique, que c'est un sujet dans lequel la grande difficulté est humaine et pas technique. On est sur un écosystème en fait, de toute façon. C'est un sujet écosystémique. On ne parle pas encore d'organismes vivants, mais... ça se renouvelle de façon... avec des chatoiements, j'allais dire, qui évoquent un organisme vivant. Et parfois qui vous échappe. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'IA, comme on le lit dans certains romans de science-fiction ou sous la plume de certains fous de la Silicon Valley, va prendre son autonomie, planifier la fin de l'humanité. Elle dit que le sujet IA, il est mouvant, il échappe à toute cloison intellectuelle qu'on aurait cru mettre autour de lui. Alors si on revient sur votre rapport écrit en 2018, vous disiez 5 ans déjà, vous aviez fait un certain nombre de préconisations, d'idées autour d'un supercalculateur de l'IA, des zones franches autour de l'IA, de booster un peu, de stimuler la recherche sur l'IA. 5 ans après, quel est le bilan? Qu'est-ce qu'il en reste de ce rapport? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé, des lignes qui ont évolué? Oui, il y a des lignes qui ont évolué. C'est à moitié vide et à moitié plein, le verre si vous voulez.
Et j'avais regardé il n'y a pas longtemps, justement, pour les 5 ans, j'ai pris les 10 recommandations principales. À un moment, je fais résumer en 10 recommandations. Et j'ai constaté qu'en gros, allez, 3 ont été vraiment prises en compte et abouties, 2 en partie et 5 pas du tout. Lesquels alors, les 3 Par exemple, alors de mémoire, par exemple, le sujet, la mise en œuvre des centres interdisciplinaires d'intelligence artificielle, les centres 3IA, comme on les avait appelés, particulièrement sur la préconisation de Marc Schonauer, qui était dans mon équipe, qui est un des grands spécialistes français d'intelligence artificielle. Ça a été fait. Ou la mise en place du comité d'éthique, ça a été fait et bien fait. Ou pour le calculateur, maintenant le calculateur Jean Zé, qui est utilisé par toute une communauté qui n'avait pas accès sinon à des moyens de calcul, ça a été fait. Il y a des choses qui ont été faites. Et à votre désespoir, ce qui n'a pas été fait. En revanche, des choses qui n'ont pas du tout été faites, la question de genre, action spécifique pour encourager les jeunes filles, les jeunes femmes à aller dans ce sujet, ça n'a juste pas été fait. Et je le vois sans arrêt, les chiffres sont toujours aussi mauvais, ils sont même en cours de dégradation. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de programmeuses en termes relatifs maintenant qu'il y en avait dans les années 80. Et donc ça n'a pas avancé. Je ne saurais plus vous dire, mais si j'avais la recommandation sous les yeux, ou le nombre d'étudiants, l'augmentation du nombre d'étudiants, ça n'a pas eu lieu. Ça a eu lieu un petit peu, mais pas du tout au niveau de ce qui était préconisé. Ce que vous dites sur la féminisation, ça ne touche pas malheureusement que le domaine de l'IA, ça touche le numérique dans son ensemble. C'est le numérique dans son ensemble. Oui. C'est le numérique dans son ensemble, et il y a un vrai sujet énorme. Alors, l'une des entreprises que je conseille aujourd'hui là-dessus, c'est le projet Systémique, porté par Aude de Thuin. Et nous avons organisé une journée de colloque il n'y a pas longtemps au Palais de Tokyo entièrement là-dessus. C'est un sujet culturel, mais c'est aussi un sujet économique, c'est un sujet politique. Et autant c'est très dur de se battre contre les clichés culturels extrêmement forts qui veulent que la tech, l'ingénierie en général, la tech en particulier, soit l'apanage des garçons, autant l'expérience montre, et l'expérience qu'on a, dans certains pays, dans certaines entreprises, dans certaines écoles d'ingénieurs, que quand une école ou une entreprise veut prendre le sujet à bras-le-corps, en quelques années, elle peut renverser la vapeur de façon spectaculaire. Il suffit de 3, 4, 5 ans pour faire passer les pourcentages de jeunes filles dans votre école d'ingénieurs dans ce domaine de genre 15% à genre 40%. Mais faut-il le vouloir sérieusement. Il faut changer l'image, la perception qu'on peut avoir aussi de ces métiers où ce ne sont pas forcément que des métiers technologiques. Absolument. Juste pour revenir, depuis l'automne dernier avec ChatGPT, on a l'IA est devenue tangible, elle est devenue concrète, accessible à tous. Est-ce que le rapport n'est pas sorti trop tôt là, depuis l'explosion un peu de l'IA dites, on a peut-être sorti le rapport un peu trop tôt, 5 ans trop tôt. Bon, c'est jamais trop tôt. Alors, trop tard, c'est un peu embêtant si votre rapport arrive après la bataille. Mais là, s'il est avant le grand buzz, ça veut dire que tout est prêt au moment où précisément on en parle tant que ça. D'ailleurs, moi, ce que j'ai vu, c'est que quand ChatGPT est arrivé, je l'ai ressenti directement en termes de pression médiatique. J'avais une très forte pression médiatique au moment du rapport et où tous les jours, on me contactait, participer à ceci, à cela. Après, c'était devenu beaucoup plus rare. Et quand ChatGPT est arrivé, c'est revenu. Au sens où chaque jour, j'avais une sollicitation par un média, par un groupement, par un syndicat, par un parti politique, par un événement culturel pour parler d'intelligence artificielle sous tel ou tel angle. Essayer de comprendre déjà. De quoi... Essayer de comprendre. Mais quand je relis le rapport, même à l'aune de l'époque actuelle de ChatGPT, je dis, en gros, tout ce qu'on avait préconisé continue à s'appliquer. Alors, les détails techniques ont changé parfois. Il y a des choses qui ont évolué sur le diagnostic. Par exemple, en 2018, on pouvait penser encore que la voiture autonome était bien sur rail et que c'était pour bientôt. Aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus dur que prévu et tous les experts sont devenus bien plus pessimistes sur l'avènement éventuel d'un véhicule autonome. Et de toute façon, on s'est rendu compte et on a bien compris qu'en vrai, ce n'était pas ça qui répondrait aux vraies questions, aux grandes questions sur le transport. C'est juste une fausse piste par rapport à la mobilité. Mais quand on regarde ce que j'écrivais, ce que nous écrivions sur la question intelligence artificielle et genre justement, ou intelligence artificielle et biais, ou intelligence artificielle et politique sociale, ou intelligence artificielle et écologie,
ou la façon dont le débat se posait dans l'éducation ou dans la recherche, on voit qu'on était bien dans le mille sur bien de ces sujets. Et alors, est-ce que vous êtes toujours enthousiaste, je dirais? Est-ce que vous avez vu s'accélérer les usages, notamment dans des secteurs comme la santé? Alors, vous parliez du transport, mais vous aviez identifié dans le rapport un certain nombre de secteurs qui pouvaient bénéficier quasi immédiatement ou qui pouvaient booster grâce à l'IA. Est-ce que vous êtes toujours enthousiaste sur ces secteurs? Est-ce que vous voyez des choses vraiment se mettre en place, se concrétiser? Alors d'abord, en matière de technologie, il convient toujours d'être enthousiaste avec un petit grain, Oui. en faisant attention que par les temps qui courent, où les intérêts technologiques sont tellement monstrueux, où il y a des rapports géopolitiques qui sont tellement considérables, tout, y compris les très bonnes idées, peuvent très bien être récupérés pour des motifs qui sont pas des motifs de progrès. Et où l'intelligence artificielle, il ne faut pas se leurrer, comme elle profite aussi bien à ceux qui sont du bon côté qu'à ceux qui sont du mauvais côté, et que par exemple, quand vous regardez en matière de transition écologique, les intérêts contre la transition écologique sont tellement plus puissants que ceux qui sont que pour l'instant, elle a un bilan qui est au mieux médiocre en matière d'écologie. Mais pour la médecine, on a vu, c'est peut-être le domaine dans lequel les progrès techniques ont été les plus intéressants et les plus soutenus. Et où on a vu sur des questions de diagnostic, mais aussi sur des possibilités de parcours, sur des possibilités de prise en charge, de détection, les choses les plus intéressantes et les plus novatrices. Je continue à animer avec le professeur Bernard Nordlinger, spécialiste de cancer, un groupe de travail qui se réunit de temps en temps à l'Académie de médecine. On a publié 2 ouvrages qui sont des comptes rendus, des actes de ces séances de travail. Et c'est un domaine dans lequel il y a vraiment des choses fascinantes. Par exemple, sur un certain nombre de pathologies, aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait mieux que les meilleurs humains pour détecter si telle image est caractéristique d'une pathologie ou pas. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer aujourd'hui dans la façon de concevoir la médecine du futur et la formation des jeunes médecins et ainsi de suite. Dans votre esprit, tout à l'heure, il m'a semblé que vous aviez aussi des idées un peu sur le mauvais côté de la force de l'IA. Vous dites des choses qui vous ont peut-être un peu déçu ou des choses que vous voyez, vous dites oh là là, vigilance sur l'IA. D'abord, on a vu, il y en a tant qu'on veut. L'IA est un sujet transversal. Donc, tous les problèmes que vous pouvez voir dans le monde, dans notre société, ils vont être liés à un moment ou à un autre à l'IA. Ils vont croiser la route de l'IA à un moment. Les problèmes d'inégalité, il y a bien des façons d'utiliser l'IA pour renforcer ces inégalités. Ou des tensions géopolitiques, ce n'est pas un scoop qu'aujourd'hui, les tensions géopolitiques économiques, elles se doublent de tensions internationales en matière d'intelligence artificielle. Et que l'IA est utilisée aussi dans la guerre psychologique. Pour de la surveillance de masse. Dans la surveillance de masse, mais aussi dans la façon de se mesurer les uns les autres dans cette espèce de grande guerre culturelle qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, par exemple, mais aussi entre différents secteurs. Pour ce qui concerne les questions écologiques, ce qu'on a pu voir aussi de façon bien plus forte aujourd'hui qu'en 2018, c'est à quel point l'IA peut être instrumentalisée. Alors d'abord, on a vu l'ère des grandes manipulations, genre Cambridge Analytica, et comment tâcher d'utiliser l'IA pour dénaturer la démocratie. Et force est de constater que c'est un outil redoutable. Je renvoie à l'excellent ouvrage de David Chavalarias sur l'algorithmique de l'information, Toxic Data, un ouvrage très marquant et très, très dur sur le monde de l'information d'aujourd'hui. On a vu comment l'intelligence artificielle pouvait être instrumentalisée pour détourner l'attention des vrais sujets, genre, vous avez par exemple, il n'y a pas longtemps, le gouvernement nous disait l'agriculture du futur, c'est IA, robotique, édition génomique. Alors là, j'en reste les bras ballants, quoi. Peut-être que l'IA... Ça peut être ça, mais pas que. Oui, peut-être ça jouera un rôle dans l'agriculture du futur, ok. Mais le gros de l'agriculture du futur, tel qu'on l'espère, vous ne pouvez pas aller contre, c'est sortir des pesticides, revaloriser le métier d'agriculteur ou d'agricultrice, c'est sortir des engrais fossiles, c'est sortir de l'élevage intensif. Là, ce sont des fondamentaux qui relèvent de la chimie, de la biologie, de la politique en dur.
Et l'IA, par exemple, tout logiciel d'IA que vous pourrez mettre en œuvre ne changera pas ce fait dur qu'il n'y aura pas de transition écologique sans verdissement de l'alimentation. Je veux dire, sans le fait qu'on mange moins de viande et des choses comme ça. Et là, quand un gouvernement vous dit, à travers le monde, il y en a plein, on va se concentrer sur la recherche en IA, c'est une façon d'utiliser le côté sexy de l'IA pour détourner l'attention. J'appelle ça du techno-blanchiment. Vous voulez faire oublier l'éléphant, l'éléphant low-tech qui est dans la pièce, mais qui est dur politiquement, et vous vous concentrez sur la petite souris high-tech qui attirera l'attention. Et ça, on l'a vu. On l'a vu de façon extrêmement puissante. Après, on parle d'IT for Green, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi plein de choses autour de l'optimisation, des choses de l'automatisation. Il y a des aspects aussi vertueux du numérique pour le green, quoi. Voilà. Bien sûr. Oui. Allez, au hasard, prenant de l'IA, ça peut aider à faire des diagnostics sur des populations animales ou compter automatiquement le nombre d'oiseaux dans telle ou telle population que vous recensez. Aujourd'hui, ce sont des humains, les compteurs qui font ça, qui regardent des vols d'oiseaux et qui doivent en temps réel estimer combien il y en a. Ça alimente les recensements des populations d'oiseaux, ça vient dans les indicateurs des grands organismes sur la biodiversité, où l'IA va aider, bien sûr, déjà des ONG écolos à rédiger des demandes de subventions plus efficacement, ou demain peut-être servira à comparer les textes de stratégie verte de tel pays et tel autre pour vérifier s'il n'y a pas des incohérences. Non, bien sûr, plein d'effets, plein d'impacts. Mais aujourd'hui, quand vous faites le bilan objectif entre les plus et les moins, et que vous regardez quels sont les intérêts que tu dis aussi, aujourd'hui, ça va davantage du côté moins que du côté plus, pour la raison première que les intérêts économiques sont beaucoup plus puissants du côté moins que du côté plus, et que le pouvoir politique est impuissant à réguler pour réparer ça. Mais au-delà de l'aspect politique, si on prend l'IA, c'est de la data, il y a de l'échange d'informations, du stockage d'informations. De plus en plus, vous parlez de supercalculateurs, de plus en plus d'énergie à dépenser. Je dirais que ça va un peu un paradoxe entre le développement de l'IA et l'éco-responsabilité. Alors il y a aussi cet aspect-là. Évidemment, l'IA en tant que telle, ça utilise beaucoup de ressources, beaucoup de données, du stockage, ce que vous voulez. Et même, alors il y a même des sujets comme le fait que la surface qui est allouée aux supercalculateurs croît d'une façon considérable. Il y a un sujet sur l'énergie du secteur, il y a un sujet sur l'utilisation en tel et tel matériau, en telle et telle terre rare, comme on dit. Et il n'y a aucun obstacle indépassable là derrière, mais disons une tension dans un secteur, le numérique dans son ensemble, dont il dit qu'à l'échelle mondiale, il pèse à peu près autant en empreinte carbone que l'aviation. Peut-être, alors l'impact réel de l'aviation est sans doute supérieur parce qu'il y a tel et tel phénomène physique qui viennent en compte, parce que si on regarde les impacts climat, mais c'est le même ordre de grandeur. C'est vous dire, quand on parle de dématérialiser, en vrai, à notre échelle, en tant qu'utilisateur, c'est dématérialisé, mais quand on fait l'analyse complète, à la fin, c'est de bout en bout, quoi. Et en fait, c'est un chemin de crête entre, je dirais, l'éco-responsabilité, les usages et les apports de l'IA. C'est sans doute une voie qui est difficile à tenir, en fait. Qui est difficile à tenir et dans lequel nos addictions, j'allais dire naturelles, nos addictions habituelles en tout cas, peuvent très vite faire diverger les choses du mauvais côté. Je veux dire, se retrouver drogué, si je puis dire, à fait de vouloir toujours plus de vitesse, toujours plus de résolution, toujours plus de traitement d'informations, toujours une meilleure qualité de service, etc., jusqu'à en arriver à des demandes qui sont déraisonnables par rapport aux gains qu'on a au regard de l'impact que ça représente. Alors maintenant, en plus, on parle de ChatGPT ou de ces modèles qui sont les grands modèles génératifs à partir des grands modèles langage, LLM comme on dit maintenant, Large Language Models, qui eux sont encore plus extraordinairement gourmands en données et qui ont des besoins gargantuesques en matière de données. On est en pleine euphorie, on le voit sur l'IA. Est-ce que certaines voix s'élèvent en disant voilà, il faut mettre en pause, faire une pause, se poser justement sur le sujet de l'IA, alors que certains pays, eux, accélèrent et ne se posent pas de questions. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous pensez que l'Europe doit mettre un petit peu le doigt sur la peau et réfléchir autour des usages, des problématiques d'éthique, des enjeux sociétaux? On parle de l'impact sur le monde du travail aussi. Est-ce qu'on a les moyens de faire une pause? Faire une pause, ça veut dire quoi? Dire hop, on arrête le développement, on arrête la recherche. Et on légifère. J'ai vu passer ça pendant 6 mois, on légifère.
En premier, ça n'a pas de sens. Vous n'empêchez pas la recherche de se faire, la technique de se faire. S'il y a un pays qui arrête la recherche sur le domaine, soyez certains que ce sont les autres pays qui vont recruter, les autres laboratoires qui vont recruter. En deuxième, une partie de certains de ceux qui crient pause sont des gens qui hurlent de façon parfaitement cynique au pouvoir délétère de l'IA parce qu'eux-mêmes sont dans la tech et que ça leur rapporte, ils en font partie et ils savent très bien que de hurler, ça leur assurera une grande visibilité médiatique et ça leur permettra d'attirer davantage de capitaux. Parce que si vous dites l'IA peut détruire l'humanité, sous-texte ça veut dire l'IA est puissante, sous-texte ça veut dire investissez dans ma compagnie. Bon. En troisième, dire pour une société que on va faire une pause parce qu'on est conscient du problème, ça veut dire permettre à ceux qui sont irresponsables de continuer à accélérer pendant que vous faites la pause. Autrement dit, vous donnez du temps à l'ennemi pour qu'il se perfectionne encore. C'est le contraire de ce qu'il faut. Maintenant, l'Europe légifère et a légiféré et a eu raison de le faire. C'est le DSA, c'est le DMA, c'est l'AI Act et tout ça. Certains de ces textes ont défini un standard qui est en passe de devenir un standard mondial. Je pense au RGPD et à l'idée même qu'il faut définir des classes, des catégories de risques et ainsi de suite. Maintenant, le domaine, là où l'Europe doit se renforcer, sans conteste, c'est sur le domaine des ressources humaines. Ça ne sert à rien d'avoir une bonne loi si vous n'avez pas un système humain de police, de juges, et tout ce qui va avec pour faire respecter la loi. Et là, on en est là. On est comme dans lequel on aurait une loi assez ferme, et qui est naturel qu'elle soit ferme par rapport à un sujet qui a une grande puissance, mais sans les ressources humaines pour aller avec, pour détecter les problèmes, pour faire appliquer d'éventuelles sanctions, et pour renforcer l'ensemble de la compétence, y compris dans la sphère publique, dans les sphères souveraines, pour employer un mot important. Pour continuer sur cet aspect RH, je dirais des compétences, on a des chercheurs en France, on a des mathématiciens, vous en faites partie, et puis on a du mal à transformer, c'est ce qui était marqué dans... Oui, créer, à transformer, c'est ce qui était mis dans votre rapport. Est-ce qu'on est en voie de se faire damer le pion par les US ou la Chine? Est-ce que vous voyez, il y a encore quelque chose à faire, ou est-ce que le jeu est fini, quoi? La recherche française en la matière a toujours été forte, très forte même. Peut-être la personne la mieux connectée que je connaisse sur le domaine de l'IA, la plus grande compétence peut-être, c'est Yann Lequin. C'est un Français, c'était le fondateur du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. C'est encore aujourd'hui quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement connecté, assumant une double identité à la fois française et GAFA, pour employer l'acronyme. Et pour autant, dans matière de développement économique, la France n'a jamais réussi à s'imposer dans le podium. Et on continue à avoir un phénomène de fuite des cerveaux important, on continue à voir nos chefs d'entreprise se tourner systématiquement vers les laboratoires des grands noms de la Silicon Valley, dès qu'ils ont un problème d'IA à résoudre, même quand la compétence qu'ils recherchent est aussi bien présente dans nos universités et nos agences de recherche. Ils vont chercher ce qui brille, ou c'est un problème de méconnaissance en fait des compétences françaises? C'est un problème de méconnaissance des compétences françaises, oui. Aussi, la France n'a jamais été forte pour faire sa propre publicité dans ce genre de domaine, là où on a au contraire un savoir-faire anglo-saxon et en particulier américain qui est extraordinaire en la matière. Il ne s'agit pas de leur jeter la pierre, ils font très bien leur boulot de mettre en valeur leurs découvertes, leurs compétences, mais je sais, pour l'avoir vu, pour l'avoir constaté quand j'instruisais le rapport, telle avancée, par exemple dans le domaine de la santé, annoncée par un laboratoire d'un Google ou d'un Facebook, la même avancée annoncée par une start-up française, par une jeune pousse française. Dans un cas, vous avez les gros titres des journaux et dans l'autre cas, vous avez un entrefilé dans la presse locale. Bon. Il y a là quelque chose qui dépasse de très loin la question technique. Je me souviens d'ailleurs quand Thierry Mandon, alors secrétaire d'État à la recherche, avait présenté à la presse le premier rapport sur l'intelligence artificielle, celui, si vous voulez, qui préfigurait le mien propre.
Donc à l'époque, ce n'était pas encore un tel buzz sur l'intelligence artificielle. On était, je ne sais plus, peut-être vers 2015, quelque chose comme ça. Et quand il présente son rapport et qu'il annonce un peu à tout le monde, un peu devant les journalistes, qu'une des caractéristiques de la France, c'est qu'en matière d'intelligence artificielle, on y fait de la recherche dans toutes les branches, tous les sous-domaines, si vous voulez, de l'intelligence artificielle, de haut niveau académique. Réaction des journalistes du premier rang, ça a été, si c'était vrai, ça se saurait. Mmh. Il y a cette conviction et qui est plus un complexe qui dans le domaine de la tech est un complexe de l'Europe face à l'Amérique, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette conviction que la recherche est plus brillante outre-Atlantique est très forte et a été alimentée par un excellent narratif outre-Atlantique. Pensez que dans le temps, dans les années 50, les Britanniques sont allés jusqu'à demander à un moment à les autorités scientifiques britanniques avaient demandé à Alan Turing d'aller faire un stage aux États-Unis pour se mettre au point sur les dernières questions algorithmiques. Mmh. En fait, aussi un problème d'investissement. Le nerf de la guerre, c'est l'argent aussi, de ce qu'on peut investir dans ce domaine. Alors, la relation à l'argent n'est pas la même. Mais même, alors c'est certain vous avez, pour investisseur, si vous êtes aujourd'hui une jeune pousse dans le domaine de l'intelligence artificielle et vous cherchez des capitaux, vous en trouverez beaucoup plus côté américain que côté européen. Mais même, il y a une notion de confiance importante dans l'écosystème européen qui est à renforcer. Si vous voulez, mon rapport, au-delà des mesures pendant ci et ça, j'avais choisi d'insister sur 3 mots-clés qui me semblaient devoir dicter toute action en la matière. Mmh. Le premier mot, c'est celui du partage. Mmh. C'est le partage des données, c'est le partage des compétences et c'est l'idée que c'est seulement dans le partage d'expériences, dans le fait de nouer des partenariats entre acteurs sur la durée qu'on allait pouvoir avancer. C'est un partage entre différentes spécialités, c'est aussi un partage entre différents pays européens. Mmh. Le deuxième mot-clé, c'était la souveraineté. Qu'est-ce qu'on veut pour nous? Qu'est-ce qu'on veut garder pour nous humains face à la machine? À une époque où on a des statistiques effrayantes sur, par exemple, notre vie affective qui est en train de s'effilocher dans le même temps qu'on consacre un temps toujours de plus en plus important à la machine. Et qu'est-ce qu'on veut garder au contraire comme souveraineté humaine, mais aussi qu'est-ce qu'on veut garder comme souveraineté dans le contexte européen par rapport aux autres continents et de vraiment le faire une fois qu'on l'a décidé. Et le troisième, c'était l'expérimentation. Et le troisième, merci. Vous avez bien suivi. Merci. Expérimentation sur un sujet qui, depuis le début, est pragmatique et qui, à chaque fois, nous surprend. ChatGPT, il était en germe à l'époque de mon rapport parce que les fameux transformers, ces unités de base, étaient en cours de développement dans les laboratoires Google à cette époque-là. Mais même les ingénieurs qui le développaient à l'époque n'avaient pas idée que ça serait aussi efficace que ce qu'ont donné les IA génératives maintenant. Ça fait à ajouter à la longue liste des surprises où on s'est rendu compte que, tiens, finalement, le réseau de neurones, finalement, ça marche. Tiens, finalement, l'approche statistique, c'est efficace. Maintenant, finalement, l'approche par grand domaine de langage, elle est très, très efficace. En tout cas, efficace, c'est peut-être pas le bon mot, parce que ça vient avec une débauche d'énergie, mais en tout cas, elle donne des résultats vraiment spectaculaires. Alors, on construit souvent l'avenir en prenant en compte le passé et l'histoire. Vous êtes à la tête de la Fondation Blaise Pascal, c'est ça? Donc 400 ans qu'on fête en ce moment. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire aujourd'hui, Blaise Pascal, sur l'IA? Alors d'abord, je vais vous dire quelques mots sur la Fondation Blaise Pascal. Ouais. Donc, je suis effectivement président d'honneur. La Fondation Blaise Pascal s'occupe de faire vivre dans le monde de la culture et de l'éducation les idées chères à Blaise Pascal, qui étaient les questions mathématiques, les questions informatiques, les questions algorithmiques, et d'organiser tout un ensemble d'activités pour nos jeunes, pour nos entreprises. Ça peut être des conférences, ça peut être des concours, ça peut être des jeux, dans des manifestations du genre du Salon des Jeux mathématiques, de la place Saint-Sulpice, ou les activités, concours du genre, beaucoup des personnes qui écouteront notre échange connaissent le concours Kangourou, le concours Castor, etc., etc. Bref, tout ce qui va dans cette direction-là de stage, de convention, et qui fait vivre les questions mathématiques et informatiques dans la sphère culturelle, est soutenu par la Fondation Blaise Pascal. Et à une époque où il est très important, selon moi, d'insister sur la culture mathématique et algorithmique comme faisant partie de la culture, c'est une mission d'intérêt public. Blaise Pascal
l'un des personnages les plus emblématiques de notre histoire, à juste titre, emblématique du caractère polymorphe des sciences mathématiques et des sciences en général, et emblématique aussi de ce qu'on va appeler, de ce qui aurait été une identité, une culture bien française. Très élégante, mais tout en polémique, en contradiction, en fragilité, en paradoxe. Et Pascal est attaché d'abord à une extraordinaire souplesse intellectuelle qui lui vaut de vivre dans les paradoxes et en même temps dans le dépassement des cloisons. Pascal, c'est tout à la fois l'un des plus grands philosophes de notre histoire, mais aussi l'un de ceux qui ont construit les formalismes et les figures de raisonnement qui nous servent tous les jours en mathématiques, mais aussi l'un de ceux qui se sont attelés à la mise en mathématiques de la science des probabilités, et même qu'à cette occasion-là, ont inventé la notion de martingale, qui s'est avérée depuis être toute la base de la finance mathématique. Alors qu'est-ce qu'il pourrait nous dire aujourd'hui et Pascal, on est en plein dans la discussion, était en plus de ça le premier entrepreneur de la tech. Pascal se lance dans la commercialisation de la calculatrice qu'on appellera plus tard la Pascaline. Il a la même obsession du design, du perfectionnisme, de la relation directe avec le client, du baratin, de la propriété intellectuelle que plus tard auront les Steve Jobs ou les Bill Gates. Pascal, face à ce problème, il nous dirait d'abord qu'il nous servirait un bon baratin et il se nourrirait avec délectation de tous les paradoxes qui viennent avec l'intelligence artificielle. Mais il nous dirait aussi, l'important n'est pas la technologie, l'important c'est le cœur. Et savoir à qui on fait confiance, qu'est-ce qu'on veut, quels sont les objectifs. Comment on va utiliser la technologie pour améliorer notre condition. Et que ces outils technologiques doivent se mettre au service de nos ambitions. Et avant tout de nos grands idéaux. Le cœur, c'était le mot qu'employait Pascal sans arrêt. De la quête de sens. Quête de sens. Sur ce qu'on peut faire aujourd'hui. Dernière question, en fait, Cédric Villani, est-ce qu'on va vous voir revenir en politique? Alors, vous n'êtes pas totalement sorti du domaine politique, mais est-ce qu'on va vous voir revenir, peut-être sortir, je ne sais pas, un rapport non plus sur l'IA, mais sur le quantique, par exemple? Quantique, alors j'ai présenté déjà, du temps que je présidais l'office parlementaire scientifique, j'ai sorti plusieurs petites notes sur le quantique, l'informatique, l'algorithmique, la cryptographie quantique, post-quantique. Mais aussi, on avait organisé une jolie table ronde sur ces différents sujets que je vous recommande. Vous trouverez ça en ligne dans les archives de l'OPEXT, OPECST, que je présidais avec bonheur. Mais le temps dira quand sera le moment pour moi de me relancer dans une campagne, en tout cas en tant que candidat. Je compte bien avoir mon mot à dire en soutien ici et là dans les prochains rendez-vous, par exemple les européennes. C'est pas un mystère que je soutiens de tout cœur le clan écologiste depuis 2020. Et d'ailleurs, puisque nous arrivons sur les européennes, et ça fait lien avec notre question, avant d'être entré en politique dans tel ou tel camp, j'ai été et je reste un fédéraliste convaincu. Engagé depuis 2010 dans les laboratoires d'idées fédéralistes, encore aujourd'hui membre du conseil stratégique du Forum européen de Albach qui se tient tous les ans fin août dans le Tyrol pour parler de la construction européenne selon des axes majeurs. C'est le forum depuis 1945, il se tient sans discontinuer. Il a été relancé par des intellectuels, au début des intellectuels autrichiens importants comme Schrödinger, excusez du peu, ou Kessler, et ainsi de suite. C'était en 1945, ça s'est tenu tous les ans depuis. Les grands axes sont la démocratie, la paix, les questions écologiques et la question des moyens, la question financière en particulier, au service des transformations de l'Europe. Et s'il y a bien deux sujets qui ne peuvent, selon moi, s'aborder efficacement que sous l'angle européen, c'est l'écologie d'une part, la technologie d'autre part. La technologie avec ses grandes données et cette l'importance des marchés pour mettre au point les technologies, mais aussi l'importance d'avoir des réseaux de formation internationaux qui
puisse œuvrer de façon attirante en tirant parti des différences de culture en Europe. Et l'écologie, parce que la tonne de carbone est la même, qu'elle soit émise en Allemagne ou en France, parce que les grandes régulations dans des marchés européens, elles doivent être pensées à l'échelle européenne, parce que c'est les questions du vivant et les questions écosystémiques, elles ne connaissent pas les frontières. Très bien, merci en tout cas pour ces propos, Cédric. Est-ce que vous avez encore quelques minutes à nous consacrer? Avec plaisir. En fait, nous avons des jeunes qui travaillent sur l'IA et avec l'IA, et notamment Antoine, qu'on voudrait recevoir en plateau, et qui aurait quelques questions à vous poser. Donc Antoine travaille dans l'équipe. Alors on a des étudiants qui travaillent en alternance sur l'IA, sur le code. Antoine utilise l'IA et a quelques questions. Donc la jeune génération, Cédric Villani vous pose quelques questions. Tout à fait. Du coup, moi, ma première question porte sur les jeunes talents. L'une des priorités du gouvernement en matière d'IA est de former et de garder ces talents. Aujourd'hui, un jeune actif français dans ce domaine est souvent tenté par des opportunités à l'étranger qui offrent un meilleur salaire et une grande perspective d'innovation. Du coup, ma question, est-ce que les entreprises françaises aujourd'hui peuvent vraiment se battre pour retenir ces talents et empêcher la fuite des cerveaux? Réponse en premier. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas vraiment réussi ces dernières années, depuis la remise du rapport, à agir efficacement sur ce levier. Maintenant, c'est une des priorités très bien identifiées par France 2030 et je sais qu'il y a des moyens importants qui vont être débloqués là-dessus. Ensuite, les entreprises ont les moyens, oui, si elles le veulent vraiment. Et si elles ont la possibilité, ça va avec de débloquer des budgets suffisants en matière de recherche, de R&D. Mais au sein formation de talent, il y a derrière un enjeu général qui est la partie qui va dans la recherche et le développement. Et si les marges sont nulles et si juste l'objectif c'est d'arriver à gratter les pourcents ou les pour 1000 qui feront la différence avec le concurrent, ça ne le fera pas forcément. Deuxième question, Antoine. Vous avez souligné du coup sur France Inter il y a quelques temps que l'IA est plus qu'un simple outil technologique. Du coup, avec l'IA, on tente de répondre à des questions de société. Vous défendez l'idée donc d'une souveraineté en intelligence artificielle pour que nos solutions soient adaptées à notre culture et à nos besoins. Si nous ne parvenons pas à atteindre cette souveraineté, y voyez-vous un risque pour notre identité culturelle? La question est délicate. Je pense que c'est pas vraiment de ça que dépendra. D'abord, identité culturelle est un mot mal défini. Je pense que c'est pas l'IA n'est pas ce qui sera le plus impactant là-dedans. Avec l'IA, plutôt qu'une attaque sur le modèle culturel, je vois plutôt toutes sortes de défaillances possibles du côté des entreprises ou du côté des ressorts de la société et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir des biais en fait, d'avoir une IA américaine qui pense américain et qui est du coup un biais algorithmique qui fait qu'elle fonctionne à l'américaine? Alors ça, excusez-moi, mais dans une société qui a déjà été envahie par les marques américaines et qui n'a pas attendu l'IA pour ça. Ou chinois. Ah oui, mais en l'occurrence. En l'occurrence, non, mais. Oui, mais quand vous voyez. C'est le biais culturel. Quand vous voyez par exemple combien, hélas, une boîte comme Shein a pu se faire une place malgré le fait que ce soit le pire du pire en matière écologique, en matière sociale et tout ce que vous voulez. Ça n'a pas eu besoin d'une IA développée pour arriver à telle performance. Ça a en revanche bénéficié d'une stratégie économique extrêmement agressive, de prix cassés sur le dos de travailleurs et de travailleuses à la limite de l'esclavage et ainsi de suite. Donc là, il y a quelque chose contre lequel il faut lutter de façon très résolue, mais qui n'ont pas attendu l'intelligence artificielle, hélas. Troisième question, Antoine. Du coup, ma dernière question, c'est qu'on parle de fuite des talents, mais vous pointez également la sous-représentation des femmes, justement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Comment faire finalement pour attirer aujourd'hui plus de femmes dans l'IA? Est-ce qu'il y a des leviers à activer en entreprise? Premièrement, une question culturelle qui est extrêmement forte. Et il y a, à l'époque de mon rapport, et c'était quelque chose qu'on avait cité dans le rapport, une recherche qui avait été faite, c'était une expérience sociologique qui avait été faite, et une recherche faite sur Google à l'époque. Je crois que c'était Google, peut-être Bing, en tout cas un moteur de recherche très connu. Donc ce qui était recherché, c'était CEO, un PDG.
Et les 80, je sais plus, genre les 95 premières images de CEO étaient un homme PDG. 96e étant une poupée Barbie PDG. Et donc on voyait là, ce qui était bien sûr même complètement non représentatif de ce qu'étaient les PDG, même en Amérique du Nord. À l'époque, vous avez peut-être un tiers de PDG qui étaient des femmes. Ici, on voit combien c'est redoutable le numérique. On ne parlait pas de l'intelligence artificielle à l'époque, hein, où ça dépend de ce qu'on appelle l'IA après tout. Mais le numérique pour amplifier les biais et vous donner des résultats qui sont pires que le reflet juste de nos sociétés, déjà empreintes de bien des biais. Mais ça les raffine, ça les augmente encore. Et les biais culturels contre lesquels on se bat, sans aucun doute, ont été renforcés par le monde du numérique, parce que ça vient renforcer dans des bulles de cognition les idées que vous avez en tête, ou ça amplifie les clichés de façon énorme. Le numérique, l'expérience l'a montré. Donc on se bat contre des clichés extrêmement puissants. Contre ça, si on essaye de le prendre juste sous l'angle culturel, je devrais le dire, on a perdu d'avance. On n'arrivera jamais à mettre en place des contre-clichés aussi puissants. En revanche, si on le prend sous l'angle pragmatique, en proximité, là, la bataille peut se faire. Il y a match et parfois le match est victorieux. En proximité, ça veut dire en décidant qu'on va aller démarcher des candidats potentiels, qu'on va faire de la publicité par le réseau, qu'on va jouer sur les contacts directs entre maître et élève ou entre tuteur et élève et ainsi de suite, qu'on va aller à la rencontre des personnes pour aller sur le terrain, s'occuper de combattre, de recruter, de former, etc. Et là, on a une chance. Très bien, vous voyez, en fait, ils ont préparé leurs questions tout seuls, sans influence, et on revient un peu sur cette question de parité, de souveraineté, de quête de sens aussi de cette jeune génération. Donc, c'était intéressant. Merci Antoine en fait, pour cet exercice. Merci de vous être livré à ce jeu de questions-réponses. Et merci en tout cas de nous avoir inspiré pendant ces quelques longues minutes, mais très intéressant. C'est l'affaire de tous et toutes maintenant. Merci. Merci Cédric Vellady, merci. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain grand thème, CIO, le monde informatique.